Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Il est 7h44, merci d'être avec nous. Le petit déjeuner politique de Jean-François Césarini, qui est député de La République En Marche du Vaucluse. Oui, bonjour Jean-François Césarini. Bonjour. À La République En Marche, on a donc le droit de l'ouvrir, de ne pas être d'accord avec la majorité, le gouvernement. C'est votre cas. Alors face aux mesures sur l'immigration, vous n'avez pas été convaincu par Édouard Philippe hier soir, qui parle de juste équilibre sur l'immigration Non, il y a des choses qui sont très intéressantes dans les mesures, dans les 20 propositions qui ont été annoncées, et à la fois des choses qui nous semblent effectivement plus illusoires et qui ne vont pas changer grand-chose dans les faits. Ouais. À la fois, nous, on est assez contents, l'aile sociale, on va dire, de la majorité, qu'enfin on parle d'immigration économique. On avait écrit, nous, des tribunes là-dessus, et on avait beaucoup challengé le gouvernement sur ce point-là. Je rappelle même que le discours du président de la République à la rentrée de septembre ne parlait pas du tout d'immigration économique, parlait juste d'asile politique. Donc c'est important de parler d'immigration économique. Pourquoi ? Parce qu'à la fois, pour une fois, on arrive à expliquer que l'immigration, ça peut être positif pour le pays. Des gens qui viennent, c'est du talent, c'est de la main-d'œuvre. Des gens qui vont aussi cotiser pour nos retraites, faut le dire, etc. Donc ça, c'est plutôt très positif. Par contre, sur la notion de quota chiffré, à la fois sur la forme, c'est-à-dire avec un terme quota qui est très connoté sarkozyste pour le dire vite, et à la fois aussi sur le fond, c'est-à-dire que ça ne changera rien factuellement. C'est très compliqué de quantifier les métiers à un an d'avance. Par contre, refaire la cartographie des métiers pour savoir où on a des métiers en tension dans ce pays, ça fait 11 ans qu'on l'a pas faite, donc tant mieux. Et sur l'aide médicale, hein, d'une façon générale, que ce soit l'AME ou l'autre accès aussi, oui, absolument. Là, il y a des projets en fait d'amendements, etc. Vous êtes derrière, contre, effectivement, sur le volet santé, on pense que dans les faits, ça ne changera rien, et que c'est plutôt de l'affichage électoraliste, pour le dire vite. Donc là, il y a 2 amendements du gouvernement qui ont été déposés lundi, qui vont être votés, en tout cas débattus aujourd'hui, ce matin et dans la journée. Et effectivement, moi, je voterai contre ces 2 amendements-là. Vous allez voter contre ? Je ne serai pas le seul à le faire. Oui. Ah bon, il y a beaucoup de... Beaucoup, je ne sais pas, mais en tout cas, on sera au moins une quinzaine. Au moins une quinzaine ? Et comment on prend ça du côté de la majorité, du groupe ? Vous savez, c'est assez étonnant le parcours qu'on a eu, nous, les députés En Marche, depuis le début. Pendant un an, vous vous rappelez, on nous a tapé dessus en disant vous avez des godillots, vous avez des suiveurs, vous faites les éléments de langage, vous avez pas de... Bon, et puis là, dès qu'on dit ce que je viens de dire, bah tiens, ça c'est plutôt pas mal, puis ça c'est plutôt inefficace. Donc on deviendrait des frondeurs incroyables, on fracturerait la majorité. Moi, j'ai jamais cru que cette majorité, qui a toujours été plurielle, enfin on le sait, les gens qui viennent de la gauche, de la droite, etc. La force, c'est justement qu'on est très diverse dans cette majorité. Et à mon avis, notre force, c'est pas d'être dans une uniformité, dans quelque chose de très monolithique. Genre, si vous voulez des gens qui votent toujours la même chose, effectivement, chez Mélenchon et chez Le Pen, tous les députés votent toujours la même chose. Je pense que c'est un peu mieux, et pour les Français, et pour le pays, qu'il y ait un débat interne dans cette majorité. C'est pas pour ça qu'il y a des tensions, pas pour ça que c'est fracturé. Votre collègue Sonia Crimi disait hier, si on doit tous voter la même chose, ça sert plus à rien de voter, quoi. Vous êtes d'accord ? Ça sert plus à rien de venir à l'Assemblée, on leur fait des délégations de vote et on leur dit votez pour nous. Donc là, l'idée, c'est que, et encore une fois, là on parle de l'immigration, mais c'était vrai sur la baisse des APL. Moi au début, je me dis peut-être baisser les APL de 5 € de cette manière-là, non. Et puis un an après, le gouvernement a changé le mode de calcul. On leur a dit, la hausse de la CSG sur les retraites, attention, ça risque de pas passer. Mais finalement, 2 mois après, on a vu que le président de la République a annulé la hausse. La loi anti-casseurs, etc., etc. Je pense que si on écoutait un peu plus la diversité de la majorité, on éviterait certaines crises. Et est-ce que vous allez créer une sorte de groupe de frondeurs ? Alors, Jean-François Césarini. Non, l'idée aujourd'hui, c'est pas effectivement, encore une fois, de fracturer la majorité. Vous êtes frondeur, vous considérez comme frondeur ? Non, pas du tout. Encore une fois, vous avez inventé un nouveau terme ou pas, non ? Je veux bien en inventer un avec vous, mais encore une fois, ce serait quand même assez incroyable que dans ce pays, quand on est parlementaire de ce pays, on n'aurait que 2 cases à être ou godillot ou frondeur. Moi, je suis ni godillot ni frondeur. Je pense que quand on est arrivé au pouvoir avec Emmanuel Macron, on est arrivé parce que il représentait un symbole d'antisystème. Il cassait la gauche et la droite, il arrivait sans parti, etc., etc. Moi, aujourd'hui, j'ai pas envie de me retrouver effectivement dans une majorité qui devient le système. Donc, je pense qu'on est plus des puristes que des frondeurs. Mais pourquoi aussi parce que la politique d'Emmanuel Macron est une politique trop à droite pour vous ? Non, il y a effectivement des mesures sur lesquelles nous on peut s'opposer, à la fois sur les. Moi je l'ai dit, sur la suppression de l'ISF, il y a par exemple qui est un totem assez important. On a dit on supprime l'ISF parce que vous allez voir l'argent de l'ISF qu'on va pas nous prendre, État va rentrer dans l'économie réelle. On voit que là les estimations ne montrent pas cela. Moi je pense qu'il faut refaire un ISF pas le même qu'avant, mais conditionné sur d'ISF PME pour dire voilà, quand vous investissez en gros dans les PME, vous payez pas d'ISF. Quand vous faites dormir votre argent, vous payez l'ISF. Oui, il y a des choses à corriger. Après, est-ce que c'est une politique de
droite ou de gauche. Non, je pense qu'il y a un peu des deux, mais attention quand même effectivement de ne pas être trop libéral et de penser aussi qu'il faut protéger. C'est une stratégie d'Emmanuel Macron. Il veut couper complètement l'herbe sous le pied en fait de la droite et même aller titiller des électeurs. Qu'il veut pas couper l'herbe sous le pied du Parti socialiste ? Oui. Si aussi, donc c'est pas le problème. Il existe encore le Parti socialiste. C'est vos anciens amis. Pourquoi les LR existent encore ? Si vous voulez, on peut faire de l'ironie comme ça. Non, si ça existe encore. Le PS et les LR existent encore. Et je pense qu'il faut agrandir cette majorité. Je crois que c'est son souhait. Et on a vu qu'il y avait un appel justement des élus à ouvrir à gauche aussi. Est-ce que ce n'est pas dangereux justement aussi cette stratégie ? Parce que qu'est-ce qui reste après tout ? C'est le Rassemblement national d'un côté, la France insoumise, mais surtout le Rassemblement national. Et vous êtes concerné parce que vous êtes d'une région où le Rassemblement national est assez fort. Vous êtes dans le Vaucluse. On va parler d'Avignon dans un instant. Et vous avez le sentiment que ça fait le jeu du RN ? Non, alors deux choses là-dessus. Un, effectivement, la bipolarité, on va dire, progressiste conservateur, donc effectivement Macron-Le Pen, elle existe dans les faits, elle existe dans l'électorat, pas qu'en France d'ailleurs. Elle existe effectivement aujourd'hui dans le monde occidental, on voit que le clivage gauche-droite, qui n'est pas mort, mais qui est effectivement moins prégnant sur le fait de voter, je me décide moins par rapport au côté gauche-droite que le côté progressiste, conservateur, européen, nationaliste, etc. Ça existe dans les faits, c'est pas Macron qui l'a inventé, ça existe dans les faits. Par contre, il faut faire attention aujourd'hui, effectivement, de ne pas considérer que ce serait la seule alternative, parce qu'on le voit dans les sondages, c'est en train de se resserrer. Oui. Attention, mais je me dis, il y a quand même un troisième pôle qui arrive, qu'il ne faut pas négliger, qui est tout ce qui est un électorat qui est sensible à l'écologie. On l'a vu sur les européennes. Donc peut-être qu'on va sortir de ce bipartisme-là, peut-être avec une troisième voie. Jean-François Césarini, évacuation d'un camp de migrants en ce moment, porte de la Chapelle à Paris, c'est une bonne décision ? Évidemment que c'est une bonne décision. Après, ça dépend évidemment comment on répartit ces migrants-là. Moi, je l'ai dit, on l'a dit plein de fois. Le fait de concentrer les migrants au même endroit, c'est-à-dire en gros, vous mettez 300 Syriens agriculteurs sous un pont à Paris, évidemment que c'est plus compliqué à intégrer économiquement. Sur tout le territoire, il y en a à Paris, bien sûr, mais sur tout le territoire. Il y en a essentiellement dans les grandes villes et essentiellement à Paris. Et c'est pour ça que l'idée de refaire la cartographie des métiers en tension par région est très important. Parce que aujourd'hui, on voit qu'il y a plein d'expériences réussies dans nos territoires, dans nos villages, d'écoles qui ne ferment pas parce qu'il y a des migrants qui arrivent, de commerces qui revivent, notamment dans des zones effectivement extrêmement tendues et extrêmement peu peuplées. Disons-le, la nouvelle étape de la décentralisation que nous appelons avec Macron, il faut aussi qu'elle parle d'immigration. Bon, mais en tout cas, cette opération, c'est un hasard ou pas ? Alors qu'il y a le sujet de l'immigration. Ça va quand même être compliqué d'expliquer que c'est un hasard du calendrier, que le lendemain des annonces, il y a un démantèlement du camp, quoi. Je pense que personne n'y croira. En tout cas, c'est bien qu'on le fasse. Oui. Contestation sociale assez forte à venir et déjà en ce moment. Il y a les tensions à l'hôpital. Est-ce que Agnès Buzyn, elle doit annoncer de nouvelles mesures ? Qu'est-ce que vous souhaitez ? En tout cas, on a eu un débat au sein du groupe parlementaire quand Agnès Buzyn est venue nous parler. Et là, ça a largement dépassé d'ailleurs la sensibilité sociale, j'allais dire, de la majorité, mais ça a été assez répandu chez les députés, de dire attention, n'attendons pas la grève qui va arriver donc le 14 novembre. Annonçons déjà des mesures aujourd'hui parce qu'elles sont urgentes. Ne laissons pas pourrir le mouvement social parce qu'en gros, c'est exactement ce qu'on a fait sur les Gilets jaunes. C'est-à-dire que quand ça a commencé, on a dit oh, c'est pas grave, ça va se tasser. On a couru après en disant mais non, on va baisser la taxe sur les carburants. On a dit ah, non, mais maintenant on est déjà sur autre chose, sur le pouvoir d'achat. Et après, on a couru après la contestation sociale. Attention de ne pas le faire. Oui, le président l'a dit, il faudra des moyens supplémentaires pour l'hôpital. Je pense qu'il faut vite les annoncer. Mais le cœur. Il ne faut pas attendre, quoi. C'est ce que vous dites. Il ne faut pas attendre parce que si on arrive après le 14 novembre avec un verre d'eau pour éteindre un brasier, ça va être compliqué. Je pense qu'il faut en parler dès maintenant. Mais attendez, le 14 novembre, c'est la semaine prochaine. Je sais bien, mais on en a parlé il y a déjà 15 jours à la ministre pour dire n'attendez pas, surtout que la non-compensation, vous savez, on a beaucoup parlé sur le fait qu'aujourd'hui, il y a un trou de la sécurité sociale. La sécurité sociale n'aurait pas dû avoir de trou cette année. C'est-à-dire que donc c'est pas le problème du monde médical. Le monde médical, il aurait été à l'équilibre cette année. Mais par rapport aux mesures Gilets jaunes, notamment le fait qu'on n'a pas augmenté la CSG, fait qu'on fait payer par le monde médical des mesures qui ont été décidées par le gouvernement. Mesures que je soutiens tout à fait d'ailleurs. Mais j'ai seulement le fait de pas compenser fait qu'aujourd'hui on dit finalement aux médecins creusez un trou que vous n'avez pas vous-même, enfin combler un trou que vous n'avez pas creusé. Oui, bon, dites-moi Jean-François Césarini, avec votre verve là, vous n'avez pas envie de faire de la politique aussi locale, non j'en fais au municipal. À Avignon, vous allez vous présenter ou pas ? En tout cas, je suis candidat à la candidature au municipal d'Avignon, oui, effectivement. Donc j'attends de voir si mon parti va m'investir ou pas.
Et alors là, le parti, qu'est-ce qu'il dit pour l'instant ? Pour le parti, il fait des sondages pour l'instant. Il fait des sondages, il a fait quelques... Donc on a été auditionné à Paris, effectivement, tous les candidats à la candidature. Et là maintenant, donc, il y a un sondage qui est fait pour savoir si je suis si populaire que ça. Oui, alors vous êtes issu des rangs de la gauche. La manif, je vous confirme. Oui, la manif dimanche, notamment de la France Insoumise, sa participation qui est peut-être revue à la marche contre l'islamophobie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il faut participer à cette marche contre l'islamophobie ou alors elle est trop noyautée, entre guillemets ? J'ai vu que Jean-Luc Mélenchon avait changé beaucoup d'avis en quelques années là-dessus. J'ai vu beaucoup de choses où effectivement il disait on a le droit de pouvoir critiquer l'islam dans ce pays et d'un coup effectivement de dire que voilà. Je pense qu'en tout cas il y a un climat au-delà de la manifestation qui va avoir lieu, je ne sais pas effectivement comment elle est plus ou moins pilotée, et je pense que c'est pas forcément le lieu d'un parti politique d'essayer de récupérer quelque chose. En tout cas, oui, il y a un climat, on l'a vu. Sur le voile, sur beaucoup de raccourcis qui ont été faits, qui sont malheureusement arrivés jusqu'à un paroxysme qui était cet attentat, parce que pour moi c'est un attentat à la mosquée de Bayonne. Donc oui, je pense qu'il faut aujourd'hui comprendre que la laïcité, c'est la liberté des religions, c'est pas effectivement combattre les religions. Oui. Un mot, et le livre d'Alexandre Benalla qui sort, et Benalla qui pourrait se présenter au municipal. Ah bon, je n'avais pas vu cela. En tout cas, ça sort aussi à une date qui n'est pas un hasard, si j'ai bien compris. C'est la date de mi-mandat du président Macron. En tout cas, ce serait une mauvaise idée de voir Emmanuel Macron, Alexandre Benalla, en fait, candidat à des municipales, et puis le parti le soutenir. Je suis pas sûr que le parti puisse soutenir Alexandre Benalla. Je crois pas que la question se pose. Non, bon. le mot de la fin avec Cécile Ménibus, Jean-François Césarini. Oui, on connaît désormais les principales modalités de l'introduction en bourse de la Française des Jeux. Vous étiez favorable ou pas à la privatisation de la Française des Jeux, vous ? Non, je pense que c'est pareil sur le même débat qu'on a sur les aéroports de Paris, sur ADP. Il y a un moment où est-ce que c'est le rôle de l'État d'être actionnaire de sociétés qui vont plutôt bien. Je parle pour ADP, par exemple, de gérer des boutiques. Est-ce que c'est le rôle de l'État ? Je pense que l'État a plus intérêt à prendre cet argent-là pour l'investir dans des innovations de rupture, dans des choses beaucoup plus innovantes, qui font qu'on doit beaucoup plus avancer là-dessus, plutôt d'être une sorte de rentier qui prend un peu son argent sur des choses qui ronronnent et qui tournent. Voilà, l'idée, c'est effectivement de se désengager en partie. L'État ne sort pas complètement FDJ, mais pour le coup, je pense qu'effectivement, c'est plutôt le sens de l'histoire que l'État fasse autre chose que ça. Vous allez acheter des actions ? Non. Et pourquoi ? Je ne joue pas en bourse. Mon truc, c'est plutôt l'immobilier. D'accord. Merci. C'était mon métier avant. Ouais, merci Jean-François Césarini, marcheur, frondeur du Vaucluse et candidat au municipal à Avignon, en tout cas à l'investiture, dans un premier temps. Et dans un instant, on reviendra sur ces 58 suicides recensés entre 2018 et 2019 dans l'éducation nationale. Il est 7h56, merci d'être avec nous. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio.